vous remercier du coup pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous parler des paiements pour services environnementaux ou comment rémunérer durablement les agriculteurs pour leurs pratiques environnementales. Alors cette présentation, elle est la synthèse d'une suite de travaux de recherche qu'on a commencé à mener au LARES, que j'ai pas forcément conduit personnellement, qui ont été conduits aussi par des collègues, Bertie Tarot, Annie Silvalt, etc. Donc voilà, je vous présenterai la liste des publications sur lesquelles s'appuie cette présentation à la fin de la séance. Hop, voilà. Alors, tout d'abord, peut-être quelques éléments de contexte pour démarrer. Donc, l'agriculture est identifiée comme un levier pour répondre à des enjeux environnementaux et climatiques qui se posent actuellement. Et nous sommes également dans une période dans laquelle, qui est particulièrement marquée par la recherche de voies d'écologisation de l'agriculture, plus ou moins infructueuses, notamment du fait qu'il existe des tensions qui sont désormais avérées entre les pratiques environnementales et les stratégies économiques des agriculteurs. Dans d'autres cadres, le cadre de la transition agroécologique, un certain nombre d'instruments privés, publics, ont été produits de manière à rechercher comment rémunérer les agriculteurs pour leurs pratiques environnementales. Et donc l'intérêt que nous portons aujourd'hui, enfin ce regain d'intérêt pour les paiements pour services environnementaux qu'on constate aujourd'hui, émerge justement de cette problématique qui est réaffirmée, comment valoriser justement le travail des agriculteurs et les inciter, grâce à leurs pratiques, à apporter des solutions à ces enjeux. Pour ça, il y a, comme je l'ai dit, des outils qui existent déjà, qui sont des incitations au changement de pratique, notamment portées par des politiques publiques. C'est typiquement les mesures agro-environnementales et climatiques, des règles coercitives, des investissements publics pour entretenir les biens environnementaux. Et donc, les paiements pour services environnementaux apparaissent comme un objet parmi d'autres dans ce cadre-là, un instrument parmi d'autres. Alors, comment est-ce qu'ils sont définis? Ils sont d'abord définis par la FAO en 2007 comme étant des transactions qui consistent en des opérations volontaires, et ça c'est important, par lesquelles un prestataire de services est rémunéré par ou pour le compte de bénéficiaires de ces services, pour des pratiques de gestion agricole, forestière, côtière ou marine, dont on entend une fourniture de services plus constante ou plus efficace qu'elle ne l'aurait été sans de tels paiements. Il peut s'agir d'une rétribution monétaire ou d'une autre forme de paiement. Au même moment que la FAO définit les PSE génériques, de cette manière-là, dans la littérature, on trouve des définitions qui opposent des PSE portés par des acteurs publics et des PSE qui sont portés par des acteurs privés. Et on verra par la suite que cette définition tend à s'estomper aujourd'hui, puisqu'on a des formes de portage hybrides, public-privé, de ce genre de dispositif. Un peu plus tardivement, ces PSE, ils sont appliqués au cas de l'agriculture et là, on voit apparaître des définitions qui cherchent à spécifier l'application des PSE dans ce domaine. C'est typiquement la définition de Duval et Hall en 2019 qui dit que les paiements pour services environnementaux en agriculture sont des dispositifs qui rémunèrent les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. En fait, cette définition, donc c'est une déclinaison de la précédente, mais elle respecte malgré tout les principes de base des PSE, qui sont un engagement volontaire des acteurs, l'identification d'un service ou d'un bouquet de services sur lesquels porte précisément le dispositif, la conditionnalité du paiement à des résultats ou des pratiques, c'est-à-dire une obligation de fin ou de moyens, l'additionnalité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir observer une amélioration de l'état de l'écosystème en comparaison à ce qu'il aurait été sans l'existence de ce dispositif de paiement pour service environnemental. Et puis, un critère incitatif, il faut que le paiement ou la rémunération immatérielle, la compensation immatérielle, soit suffisamment incitative pour permettre l'adhésion des acteurs. Immatériel, c'est notamment l'amélioration de l'image, que ce soit du financeur, d'une entreprise par exemple, ou d'un autre acteur. L'intérêt des dispositifs de PSE, il est assez varié en fait selon l'acteur qu'on considère. Les acteurs publics, en général, apprécient le fait de pouvoir formuler une proposition pour accompagner la mise en œuvre concrète de la transition agroécologique.
L'enjeu pour eux, c'est également de pouvoir, enfin, c'est un instrument qui permet de répondre à des problématiques environnementales et, dans certains cas, de baisser les coûts d'intervention. On peut citer ici, par exemple, les coûts de dépollution de l'eau, qui sont très élevés, et du coup, ça revient moins cher d'accompagner les agriculteurs en préventif à l'anticipation des pollutions de l'eau, par exemple. Pour les acteurs privés, c'est un peu la même chose. Ça leur permet d'entretenir, d'assurer la viabilité d'une activité qui repose sur ces services écosystémiques. Et là, on peut aussi parler du cas de la qualité de l'eau. C'est typiquement Nestlé Waters qui se dit que si demain, elle ne peut plus garantir la qualité de l'eau qui est sa ressource, son cœur de métier, elle met en jeu la viabilité de son activité économique. Et les autres intérêts que les acteurs privés peuvent y voir, eh ben, c'est d'améliorer la stabilité et la traçabilité de leurs approvisionnements, et notamment dans le cadre d'une stratégie qui vise à valoriser les pratiques environnementales qui sont associées parfois aux produits qu'elles commercialisent. Et enfin, les agriculteurs, donc qui sont les fournisseurs de services dans le cas des PSE appliqués à l'agriculture, eux, ils voient une source de rémunération complémentaire, voire une souplesse d'engagement dans la transition agroécologique. Ce critère-là, c'est notamment le retour de certaines productions, par exemple les agriculteurs en grande culture, qui considèrent que d'autres dispositifs d'engagement dans la transition agroécologique sont trop peu incitatifs, c'est-à-dire trop exigeants, avec des critères de sélection trop importants pour être attractifs à leurs yeux. Donc, ils y voient, eux, un premier niveau d'engagement dans la transition agroécologique plus sécurisé. Et on verra par la suite que selon la forme des PSE, on peut avoir des motivations à l'entrée dans ces dispositifs variables selon les agriculteurs. Petit point juste avant de poursuivre sur la définition de service environnemental. Donc on a bien, si jamais on reprend ce schéma qui a été construit dans le cadre du projet Lab PSE et réalisé par notamment Alice Sanchou dans le cadre d'une publication, on voit que on entendra par services environnementaux les actions qui sont conduites par les agriculteurs. Donc ce sont bien des actions et des pratiques des agriculteurs qui permettent d'assurer, de fournir des services environnementaux, par exemple la plantation et l'entretien des haies. Ces services environnementaux permettent d'avoir des impacts positifs, notamment sur les fonctions écologiques, et ces impacts positifs permettent la fourniture ensuite de services écosystémiques. Donc là, dans le cas de l'exemple de la haie, ce qui était le projet qui était étudié ici, on a par exemple le stockage de carbone, le stockage de l'eau, la biodiversité, la protection des sols, l'effet brise-vent ou la protection, l'entretien du paysage. Et donc tout ça derrière, ça représente des avantages pour plusieurs bénéficiaires. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on essaye de valoriser, de rémunérer les agriculteurs à la fois pour les services environnementaux qu'ils pourraient être amenés à produire. Donc on a mis une différence entre des services environnementaux qui sont produits par les agriculteurs et qui ensuite donnent lieu à des services écosystémiques, qui constituent, eux, des avantages aux yeux des bénéficiaires. Autre petite pub pour le projet Lab PSE, donc je vous présente une autre ressource qui a été produite dans le cadre de ce projet et que vous avez la référence en bas. C'est un arbre de décision de manière à évaluer si les dispositifs de PSE sont des dispositifs qui sont pertinents dans une action donnée. Les dispositifs PSE sont pas forcément la meilleure solution, ou en tout cas pas une solution unique à mobiliser dans tous les cas. Donc les participants, les auteurs de ce travail ont proposé une clé de lecture avec une série de réponses oui/non, qui permet de diagnostiquer, entre guillemets, de faire le point si le dispositif PSE est pertinent dans la situation explorée. En l'occurrence, les PSE apparaissent comme des dispositifs qui sont pertinents dans le cas où on a des financeurs potentiels prêts à payer un montant suffisamment incitatif aux fournisseurs du service environnemental en question. De la même manière, il faut qu'il puisse y avoir des fournisseurs potentiels, donc des agriculteurs potentiellement intéressés. Il faut qu'il y ait également des pratiques techniques qui soient clairement identifiées comme permettant de garantir la fourniture du service environnemental considéré. Donc, je vous laisserai réaccéder à ces ressources si jamais elles vous intéressent. Moi, du coup, je vais aller assez vite pour pouvoir ensuite vous présenter. Donc, je vous ai présenté la définition générique des PSE. Je voudrais maintenant vous présenter des clés de variation, c'est-à-dire que sous ce grand chapeau des paiements pour services environnementaux en agriculture, en réalité, on constate une grande diversité de dispositifs.
Cette diversité, on peut la caractériser à partir de différentes clés d'entrée. Par exemple, les dispositifs de PSE varient beaucoup sur la nature des parties prenantes, donc la nature des acteurs qui sont engagés dans ces dispositifs. Ils peuvent inclure des acteurs publics, des acteurs privés, voire les deux, des acteurs publics et privés. Ensuite, ils peuvent être portés par un acteur, mais aussi par plusieurs acteurs, par des consortiums d'acteurs, voire par des collectifs, par exemple des collectifs d'agriculteurs. Ensuite, ces dispositifs, ils vont associer des offreurs et des acheteurs de services, mais certains d'entre eux vont associer des structures intermédiaires, et on verra un peu plus tard, qui remplissent un certain nombre de fonctions qui sont parfois essentielles, déterminantes en tout cas, dans la dynamique du dispositif. Autre clé de discrimination entre ces dispositifs de PSE, ça va être la durée du contrat qui lie les fournisseurs et les acheteurs de services. En général, ces contrats, ils durent 3 à 5 ans, mais on a des contrats plus courts, on a des contrats d'1 an, et on a des contrats beaucoup plus longs qui s'étalent sur 5, 10, 15, voire 30 ans. Ces dispositifs de PSE, ils sont également variables selon le type de contrat qui sont mobilisés. On le verra un peu par la suite. Selon le service ou le bouquet de services qui font objet du contrat, et selon la conditionnalité, c'est-à-dire que certains vont être attachés à un contrôle de résultat, donc une obligation de résultat, d'autres une obligation de moyens, avec plutôt un contrôle sur les pratiques, d'autres encore s'affranchiront des contrôles. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller maintenant assez vite sur des exemples. Donc, je vous propose un catalogue d'exemples assez important. J'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif, mais pour vous permettre de percevoir un peu toute la diversité des dispositifs de PSE qu'on peut voir appliqués au cas de l'agriculture. Pour vous présenter cette diversité de cas, j'ai choisi arbitrairement une clé d'entrée qui sont les contrats. Donc, on a des contrats fonciers, des contrats de filière, des contrats collectifs, des contrats basés sur les résultats, par exemple, et qui nous permettent déjà, rien qu'en rentrant là-dessus, de voir une diversité de cas d'application des dispositifs de PSE en agriculture. Donc, premier exemple, l'exemple des contrats fonciers. Eh bien, c'est l'exemple de l'éco-pâturage à Brest Métropole. Alors, ce sont des exemples qui sont tirés d'un autre projet européen qui s'appelle le projet Console, et que vous pouvez retrouver sur Internet, je vous ai mis l'adresse en bas. Donc, ce contrat foncier, je disais, c'est un contrat d'éco-pâturage à Brest Métropole. Donc, la métropole de Brest a identifié des services d'éco-pâturage, a fait appel à des services d'éco-pâturage de manière à obtenir un certain nombre de services environnementaux, notamment la diminution de l'empreinte carbone, la diminution du bruit, le développement de liens sociaux, la production locale de viande et l'amélioration de la biodiversité. Dans ce cas-là, les acteurs qui contractualisaient autour de ce contrat de PSE, c'est l'agriculteur qui fournissait le service d'éco-pâturage et la collectivité locale, donc ici Brest Métropole. C'est un contrat qui, initialement devait durer 6 ans, et il se trouve qu'il a été interrompu suite à la cessation de l'activité, mais initialement devait durer 6 ans avec un financement public, et la définition des pratiques est issue d'une négociation, d'une discussion entre les deux contractants. Pas de contrôle sur ce projet-là, et l'échelle envisagée, c'était une parcelle, un ensemble de terrain qui représentait 28 hectares, donc sur l'ensemble de Brest Métropole. C'est vrai que j'ai peut-être oublié de préciser ce point-là dans les clés de variation. J'aurais pu rajouter que l'échelle est une clé de variation très importante. On va avoir parfois des dispositifs de PSE qui portent sur l'exploitation, et puis parfois ça va porter sur des ensembles d'exploitation, voire des régions ou des territoires, des différentes échelles de territoire. L'autre exemple, le contrat de filière. C'est l'exemple de Carta del Molino, qui est un dispositif proposé par Barilla. Barilla qui souhaitait garantir un certain nombre de services environnementaux, là encore, l'amélioration de la biodiversité, l'amélioration de la qualité des produits et du soutien apporté aux agriculteurs. Donc, Barilla souhaitait valoriser ces actions-là dans le cadre de la valorisation globale de ces produits. Donc, sont contractants ici les agriculteurs qui acceptent de produire selon le cahier des charges négocié dans le cadre de ce contrat, le minotier ou le négociant, et puis Barilla qui est l'acheteur final. Ce contrat dure 1 an, et c'est un financement privé qui est issu là de l'achat d'un produit, donc le blé par exemple, issu de cette culture-là,
qui ne va pas rémunérer seulement le service, mais qui va acheter le produit et le service comme un package. Les pratiques sont discutées, négociées avec Barilla, avec des organisations de producteurs et des associations environnementales qui, tout ensemble, s'accordent sur un cahier des charges pour reconnaître le fait que ce cahier des charges permet effectivement l'amélioration de la biodiversité, de la qualité et du soutien aux agriculteurs. Ce cahier des charges est adossé également à des réformes, des transformations logistiques de manière à être en mesure de tracer ce blé produit sous un cahier des charges bien particulier. Cette fois, ce dispositif prévoit un contrôle, c'est un audit annuel d'un tiers des agriculteurs contractants par un organisme indépendant. Et ça se déploie à l'échelle de 2 pays, donc l'Italie et la France. L'exemple du contrat collectif, c'est l'exemple qu'on a sélectionné, c'est celui des bouquets de services environnementaux dans les péninsule du Sud en Angleterre. Donc là, l'objectif, c'est de construire une communauté de gestion du paysage, d'améliorer collectivement la gestion des espaces boisés et de les développer, améliorer la qualité de l'eau, réduire les risques d'inondation, améliorer la biodiversité et notamment la connectivité entre des îlots verts de biodiversité. Donc là, on est vraiment dans un projet qui est à plus large échelle, vous le devinez. Les acteurs qui contractualisent, ce sont des agriculteurs, des gestionnaires d'espace, des intermédiaires et le gouvernement, puisqu'on a sur un financement ici public qui engage les acteurs sur une durée de 5 ans. Et alors cette fois, on n'a pas de contrôle aux résultats, mais on a des obligations de formation, de participation aux réunions et de participation aux formations de la part des acteurs contractants. C'est-à-dire que l'objectif qui est poursuivi ici, c'est pas forcément le résultat obtenu, mais c'est plutôt une obligation de moyens, c'est-à-dire un changement des façons de percevoir et de travailler sur le paysage, l'eau, la biodiversité entre les acteurs. Donc vous voyez aussi qu'un autre élément qui le différencie nettement des autres dispositifs, c'est l'échelle. On est vraiment sur une région, donc 8600 hectares, qui rassemblent des agriculteurs et des propriétaires autour de cette charte. Et enfin, un exemple de contrat basé sur les résultats, c'est typiquement la filière écométhane qui est dirigée par l'association Bleu Blanc Cœur. Là, l'objectif, c'est de réduire des émissions, alors que cette fois que c'est beaucoup plus proche de chez nous, c'est notamment dans le Grand Ouest que se déploie ce contrat-là. Les services environnementaux visés, c'est la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, en particulier, dans plusieurs productions, en particulier dans la production laitière. Les acteurs qui sont contractants ici, c'est l'agriculteur qui contractualise individuellement cette fois avec l'association Bleu Blanc Cœur. Le contrat dure 1 an, renouvelable, et le type de financement ici est privé. Les pratiques, là encore, comme dans le cas de Barilla, la définition des pratiques est formalisée dans le cadre d'un cahier des charges qui a été co-construit entre des associations, le programme de nutrition écométhane par Bleu Blanc Cœur, et ensuite elle a été certifiée par l'État et par les Nations Unies qui apparaissent ici comme le garant extérieur du sérieux ou de la validité de ce cahier des charges. Cette fois aussi, ce contrat prévoit un contrôle sous la forme d'analyse de lait mensuelle en termes notamment de taux d'acide gras. Et donc, on se situe ici à l'échelle nationale. Donc voilà une diversité de cas et je voudrais terminer par un dernier cas sur lequel je propose de passer un tout petit peu plus de temps. C'est le programme Carbocage qui se situe en particulier dans le Grand Ouest et qui apparaît particulièrement intéressant dans le cadre du projet Présence, puisque non seulement il se situe sur notre territoire, mais en plus, je trouve qu'il a des échos par rapport aux thématiques qui sont proposées et qui sont travaillées à Présence. Donc là, je vous présente quelques petits éléments de résultat de l'enquête qui s'est déroulée dans Carbocage et qui a conduit à rencontrer 88 acteurs sur 4 territoires. Donc vous les voyez sur la carte, le pays du Roi Morvan, le pays La Roche-Chauffée, le pays Vallée de la Sarthe et le pays des Mauges dans les pays de la Loire. Les étudiants et les collègues chercheurs ont rencontré 21 élus et agents des collectivités territoriales. Ce projet implique aussi des entreprises. Donc là, ils ont rencontré 22 entreprises de différentes tailles et puis des agriculteurs qui proposaient de valoriser
à la fois la partie haute de la haie, c'est-à-dire sous forme le bois, ou, enfin, voilà, le bois issu des haies, mais qui, dans le cadre de ce dispositif, proposait ou en tout cas était intéressé pour valoriser également la biomasse racinaire et la matière organique des sols sous la forme de crédit carbone. Voilà, donc une autre manière de valoriser la haie sur ce territoire. Les éléments que je trouve intéressants à retenir de ce projet-là, c'est qu'on a ici un contrat, enfin des contrats, qui sont relativement variables. Ils proposent aux contractants de s'adosser à des co-bénéfices environnementaux plus ou moins ambitieux, c'est-à-dire que ils peuvent choisir des bénéfices environnementaux plutôt moindres en optant pour une haie de taillis. Vous voyez le logo en bas, donc c'est des haies buissons, plutôt faciles à entretenir et qui permettent de maximiser la production de bois. Ou à l'inverse, ils peuvent opter pour des haies pluristrates. Donc, vous voyez ces différentes hauteurs qui permettent plus de co-bénéfices environnementaux, notamment par exemple l'effet brise-vent, l'effet ombre, etc. Et biodiversité, mais qui est plus complexe et plus coûteux à entretenir. Ensuite, autre souplesse dans ces contrats, la durée d'engagement, 5, 10 ou 30 ans, et puis la part de linéaire engagée par l'agriculteur qui a le choix de souscrire la totalité, une partie de son linéaire de haies ou bien de le moduler. Les résultats qui sont intéressants dans le cadre de ce projet, c'est qu'une grande majorité des acteurs, quelle que soit leur typologie, préfèrent adosser ces crédits carbone à d'autres bénéfices environnementaux. Autrement dit, ils ne choisissent pas l'option la moins disante sur le plan environnemental. Au contraire, ils sont plutôt plusieurs à opter pour les haies pluristrates. C'est la deuxième série du diagramme que vous voyez en bas. Ils préfèrent un contrat flexible en pluristrate. Et puis, 71% d'entre eux préfèrent un marché tracé, c'est-à-dire que ces acteurs identifient le carbone comme provenant d'un groupe d'agriculteurs du territoire, et ça, ils trouvent que ça fait sens, et que ça fait sens. Et en contrepartie, les agriculteurs, eux, connaissent leurs acheteurs et chacune des parties prenantes. Autrement dit, là où d'habitude le crédit carbone est perçu comme quelque chose d'assez flou et hors sol, il prend ici beaucoup de sens lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un dispositif territorialisé. Donc, pour le schématiser, on a ici des entreprises ou des acteurs des collectivités qui disent que ça permet de créer du lien entre acheteurs et vendeurs, de faciliter le suivi et le contrôle de l'action, et de communiquer auprès des salariés ou des clients sur les actions conduites par les agriculteurs. Et à l'inverse, les agriculteurs disent qu'ils trouvent que ça a du sens, notamment pour que leur engagement pour le climat soit reconnu à l'échelle locale. Rapidement, je bascule donc sur une autre question. Comment peut-on essayer de formaliser, de caractériser la diversité de ces dispositifs de PSE dont on voit qu'ils sont quand même sur un panel, un champ très très important. Donc depuis l'éco-pâturage de Brest Métropole jusqu'aux contrats collectifs à l'échelle d'une région en Angleterre et puis des contrats filières comme le bleu blanc cœur par exemple. Eh bien, nous proposons, enfin au LARES, on a essayé de proposer une lecture de cette diversité sous la forme de ce schéma-là, qui propose de distinguer 4 types de dispositifs de PSE et qu'on cherche à mettre à l'épreuve en collectionnant justement les cas. Dans le premier cas, les services de PSE se centrent sur l'achat d'un service environnemental seul, c'est-à-dire que l'acheteur n'est pas intéressé par l'achat du produit agricole. C'est par exemple le cas de la banque postale qui va chercher à obtenir des crédits carbone adossés aux pratiques agricoles, mais qui ne sera absolument pas intéressé par le blé, l'orge ou le maïs qui sera produit dans la parcelle. Le deuxième, c'est typiquement aussi le cas du service de l'éco-pâturage à Brest Métropole. Brest Métropole est peu intéressé par l'achat des produits agricoles qui est issu des pratiques. Ce qui l'intéresse, c'est purement le service environnemental. Donc là, le contrat porte uniquement sur le service environnemental. Ensuite, le deuxième cas, le type 2, c'est l'achat de services environnementaux au sein de la chaîne de valeur de l'acheteur. Donc là, c'est par exemple le cas d'une coopérative agricole qui a l'habitude d'acheter le produit agricole, par exemple du blé, et qui va offrir une prime environnementale adossée à la production de ce blé, donc qui reste optionnelle et qui fait l'objet d'une contractualisation indépendante. Donc on a bien ici 2 contrats séparés pour le produit et optionnel pour la prime environnementale avec 2 prix bien distincts. Mais on a un seul acheteur qui est unique.
Le troisième champ, la filière écologisée, c'est le cas dont je vous parlais tout à l'heure, sur Bleu Blanc Cœur, sur Écométhane, mais ça peut être aussi typiquement l'agriculture bio. Le label bio va rémunérer en une seule fois à la fois le produit et le service environnemental qui est produit au travers du cahier des charges qui a été respecté pour produire le produit agricole en question. Donc on a un seul contrat, un prix et un acheteur qui rémunère d'une manière globale à la fois le produit et le service. Et le troisième et dernier cas qu'on observe et qui émerge plus récemment, beaucoup plus récemment en agriculture, c'est des coalitions de financement public-privé et qui proposent là encore de rémunérer d'un seul coup le produit et le service, mais cette fois, on n'a pas un acheteur unique, on a un consortium d'acheteurs qui se complètent par la façon dont ils proposent de rémunérer l'agriculteur sur un ou plusieurs services ou sur le produit. Donc, c'est un dispositif qui est particulièrement apprécié des agriculteurs. Au lieu de rémunérer seulement la production d'un service, ils viennent rémunérer un ensemble de services, ce qui permet d'amorcer des changements beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus profonds à l'échelle d'une exploitation. Par exemple, ici, on va avoir des enveloppes de financement conséquentes qui vont permettre à l'agriculteur d'apporter des changements à la fois sur la haie, sur la gestion de l'eau, sur la conduite des cultures, etc., etc. Et donc, ces dispositifs sont plus lourds et font systématiquement, pour le moment, appel à des intermédiaires qui prennent en charge l'animation et la gouvernance de ces dispositifs qui sont du coup plus complexes. Pour la suite du diapo, je vous le balaye rapidement, c'est juste pour vous dire que nous avons identifié des exemples, d'autres exemples par rapport à ceux que j'ai présentés, sur chacun de ces types que je vous invite à lire dans le diapo si vous souhaitez aller plus loin. Pour finir, parce que je vois que le temps passe, lorsque nous avons analysé ces différents dispositifs, il nous est apparu que on parlait très peu des intermédiaires dans ces dispositifs de PSE. Or, les fonctions d'intermédiation sont essentielles à la fois pour la mise en œuvre et pour l'animation de ces dispositifs de PSE sur la durée. Donc, je vous ai remis ici le tableau, enfin, un de nos résultats qui est l'identification des différentes fonctions d'intermédiation qui sont assurées au sein de ces dispositifs de PSE. On a par exemple des fonctions de facilitation ou d'animation du dispositif. Donc le fait d'initier la démarche, de construire la gouvernance, d'aider les acteurs à réfléchir sur différents points. On a une fonction d'intermédiation qui porte sur l'expertise technique liée aux services environnementaux. Par exemple, c'est les compétences agronomiques indispensables pour pouvoir évaluer et diagnostiquer les services environnementaux apportés ou à faire un appui à la construction des méthodes et l'expertise sur ces services environnementaux. On a ensuite l'expertise technologique. On a vu tout à l'heure que qui dit produit qui se distingue par un cahier des charges particulier dit traçabilité spécifique pour être en mesure de le valoriser tout au long de la filière. Donc, il faut adapter les filières, cette logistique et la traçabilité justement à ces nouveaux produits. Ensuite, on a des fonctions d'intermédiation qui portent sur l'intermédiation marchande et juridique, sur le calcul du mode de rémunération, les contrats, sur des fonctions d'intermédiation d'ordre de la représentation, pour construire la reconnaissance externe du dispositif, par exemple, et mobiliser les parties prenantes sur la durée. Et puis, une fonction d'intermédiation qui porte sur le financement des coûts de transaction, c'est-à-dire être capable d'identifier plusieurs sources de financement et de faire une ingénierie du financement du dispositif de manière à les activer pour l'ensemble, sur la durée du dispositif. Dernière diapo, ensemble de diapos avant conclusion, eh bien, ces dispositifs, on voit qu'ils doivent encore aujourd'hui répondre à un certain nombre de défis qui sont autant de difficultés auxquelles sont confrontés ou ont été confrontés les dispositifs de PSE qui ont émergé ces dernières années. Le premier de ces défis, c'est la définition des services environnementaux, qui n'est pas toujours simple et qui nécessite un travail en soi. Le deuxième défi, c'est le niveau de paiement. Pour être capable de poser un prix sur la rémunération de ces services, il faut trouver des références et essayer de construire des négociations autour de ces prix-là, de manière à trouver les points d'accord entre les parties prenantes. Troisième défi, passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat, puisque qui dit obligation de résultat dit capacité à obtenir des résultats dans la durée du contrat et à aller mesurer ces résultats au travers de méthodes, de cahiers des charges, enfin de méthodes d'évaluation
appliquer à ces services environnementaux, ce qui peut être parfois difficile pour certains objets environnementaux, notamment la biodiversité qui est particulièrement complexe. Et enfin, veiller à la cohérence spatiale et temporelle des dispositifs de PSE, ça veut dire à la fois d'un point de vue géographique à l'emboîtement d'échelle, mais également temporel dans le sens où il faut réfléchir à l'engagement, à l'engagement dans la durée des agriculteurs et des parties prenantes dans le dispositif. Quid de la fin du dispositif et de la durée également des bienfaits environnementaux que l'on recherchait dans la durée. Et l'autre question, c'est anticiper également les modalités de financement sur des pas de temps assez longs, 10, 15, 30 ans, et le renouvellement également des exploitations agricoles, c'est-à-dire la transmission des exploitations agricoles, comment on pense ces dispositifs de PSE par rapport à cet enjeu de renouvellement des profils. En conclusion, parce que j'arrive au bout du timing, retenons que les paiements pour services environnementaux, c'est avant tout des instruments économiques qui rémunèrent des agriculteurs pour les actions qu'ils engagent volontairement afin de restaurer et de protéger les écosystèmes, et viennent donc dans ce cadre-là compléter une palette d'outils qui était préexistante, donc la réglementation, la fiscalité, les normes privées, etc., etc. Rappelons également les 5 principes de base, c'est le volontariat, l'identification claire des services environnementaux ou des bouquets de services, les conditionnalités de paiement, l'additionnalité, le fait qu'on doit avoir une plus-value pour l'état de l'écosystème comparativement à une absence de dispositif, et puis le caractère incitatif du dispositif. Retenons également qu'on a une grande diversité de dispositifs de PSE que l'on peut décliner ou saisir au travers de la qualification des parties prenantes, des services qui font l'objet du contrat, des contrats eux-mêmes et de la gouvernance de ces dispositifs. Ce sont des dispositifs particulièrement complexes, l'ont montré les différentes fonctions d'intermédiation qu'on a mis en évidence et qui peuvent amener à se poser la question là sur le fait que ces intermédiaires pourraient-ils devenir incontournables au vu de la complexité croissante de ces dispositifs de PSE. Retenons également les 4 principaux défis dans la construction de ces dispositifs de PSE que je viens de présenter. Et je vous proposais une question d'élargissement, puisque c'est l'exercice également, en faisant le lien avec le webinaire présenté par Timothée Petit en octobre, qui vous a présenté les bouquets de services apportés par l'élevage, proposés par Richaoui et Al. Donc la question à se poser, c'est aujourd'hui, nous avons des dispositifs de paiement pour services environnementaux, donc centrés sur des services environnementaux apportés par l'élevage, mais quid de l'élargissement, peut-être, de ces objets de contrat vers d'autres services apportés par l'élevage. Et pourquoi pas, en reprenant les exemples de Richaoui et Al, pourquoi pas des services socioculturels apportés par l'élevage ou des services d'emploi, par exemple. Voilà autant d'éléments pour alimenter nos prochaines discussions. Je vous mets ici toutes les références qui ont servi à construire le diaporama. Merci beaucoup pour votre attention.